Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui accompagne les professionnels de la gestion de patrimoine dans l'analyse des tendances et des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change, sur bismart.fr en replay et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'analyse des tendances en matière de montres d'investissement. Vous aurez le plaisir de retrouver dans un instant l'interview de Pascal Paul, fondateur de Chronos 360 en première partie d'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'évolution potentielle du rôle du CGP en lien avec son utilisation de l'intelligence artificielle. Nous en parlerons avec Vincent Aurès, cofondateur de Figen AI, mais aussi avec Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Et puis enfin, nous finirons cette émission avec un focus sur le PER et notamment sur les économies d'impôts et les intérêts générés par les économies d'impôts lorsque l'on réalise un investissement dans le PER, une discussion que nous aurons avec Fabien Aknin, gérant de Sens et Patrimoine. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré aux montres d'investissement. Quelles sont les tendances en cette rentrée de septembre 2025 On posait la question la semaine dernière à Pascal Paul, le fondateur de Chronos 360. Regardez. Que le marché a cru sur le marché secondaire, je parle, D'accord. a cru de 2% sur cette période. Alors, malgré un marché du neuf qui est quand même plutôt stagnant, voire un peu baissier, des 0,1% avec les chiffres de la Fédération horlogère suisse par rapport aux exportations qui sont faites. D'accord. Mais on a un marché qui tient la route. Donc le neuf stagne, mais le secondaire Exactement. est toujours dynamique. Exactement, le secondaire est toujours dynamique. D'ailleurs, on voit arriver des investisseurs qui avaient un peu quitté le marché puisque les points d'entrée sont redevenus attractifs. Donc, on a les investisseurs spéculatifs qui reviennent et qui reprennent des positions. Donc, ça maintient le marché, ça nous permet justement d'avoir une offre assez large et une nouvelle clientèle qui vient pour acheter des montres et continuer à investir sur ce produit un peu patrimonial et aussi de cœur. Le sujet droit de douane, est-ce que ça a un impact sur les montres Oui, d'investissement? on a constaté un vrai impact. En fait, les droits de douane qui ont été mis par les États-Unis notamment sur la Suisse, avec des montants de 39% Oui. appliqués sur les exportations horlogères. Donc, il y a eu un effet par les fabricants il y a un effet sur stock en fait, hein. Ils ont transvasé beaucoup de stocks vers ce marché pour pallier à une augmentation future. D'accord. Donc, en l'occurrence, la demande, la réponse à la demande par les boutiques, notamment en Europe, en France, ça a tiré sur la disponibilité des pièces et des pièces qui sont disponibles. Donc du coup, le marché secondaire, beaucoup de clients se retournent pour aller acheter de la seconde main parce qu'ils n'arrivent D'accord. pas à avoir Ok. les pièces en neuf. Donc du coup, il y a un effet prix qu'on a constaté et ça retire un peu le marché vers le haut. Mais le constat sur la demande que nous on a fait sur cette période, c'est que vous avez une croissance en valeur. Mhm. Par contre, les volumes ne sont pas au rendez-vous. La croissance en valeur, elle est principalement tirée par le fait que vous avez un segment premium qui sont les montres, on va dire, à plus de 15 000 euros, qui a une croissance très très forte de plus de 20%. D'accord. Donc la demande est forte avec justement ces investisseurs un peu spéculatifs qui reviennent. Mais à contrario, sur la partie volume, on est aujourd'hui sur une décroissance de l'ordre de 0,1%. Alors on parlerait plutôt de stagnation, hein. Oui, Mais 1%, oui. ouais, voilà. Mais en l'occurrence, le volume n'est pas au rendez-vous, mais par contre, c'est compensé par des paniers moyens plus élevés et qui maintiennent le marché. La dernière fois qu'on s'est vu, vous nous parliez de féminisation du marché. C'est Mhm. toujours le cas aujourd'hui? Vous le constatez toujours? Tout à fait. Alors la féminisation du marché continue et d'ailleurs aujourd'hui, si vous voulez, nous on a constaté que la montre est en train de devenir un vrai objet de fashion en fait, hein. D'accord. La frontière entre la mode et l'horlogerie de luxe n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, les montres font partie du garde-robe. D'ailleurs, les marques l'ont compris par cette féminisation. On a de plus en plus des modèles qui sortent, qui sont mis au catalogue avec des cadrans colorés. Il y a aussi pas mal d'éditions limitées qui sont faites, notamment avec Patek Philippe qui avait lancé la Nautilus avec Tiffany, qui a été un vrai carton. Vous avez aussi des collections avec Marvel. Et on a tout ce qui est montre en or, le sertissage, du rubis, du diamant. Il y a de plus en plus de pièces qui rentrent dans cette logique tendance de fashion. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une vraie tendance du marché. On est vraiment sur un phénomène de fond, hein. C'est pas un effet de mode. Et nous, pour vous donner quelques chiffres très, très probants, aujourd'hui, une vente sur trois
chez Chronos 360, ce sont des pièces qui sont en métaux précieux. Donc D'accord. là, on est sur des produits très ciblés. Une montre sur quatre qu'on vend, c'est une pièce avec un cadran coloré, du fuchsia, du vert, du bleu, du turquoise, qui sont des couleurs qui n'étaient pas très courants sur le marché de l'horlogerie. Et on a encore aujourd'hui une vente sur 10 qui est faite à destination achetée par une femme ou achetée par un homme pour offrir à une femme. Donc la féminisation est présente et c'est un vrai relais de croissance qui continue de tirer le marché horloger vers le haut. Si on regarde dans le détail les modèles, à chaque fois que vous venez, vous nous faites un petit peu le top 3 des modèles qui progressent bien ou qui fonctionnent bien. Quels sont ceux que vous avez sélectionnés Alors, aujourd'hui? on était venu vous présenter en début d'année notre top 3 de montres à investir sur l'année 2025. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder par rapport à ceux qui auraient suivi notre conseil, de Ce que ça voir a donné. ce Ouais. que ça a donné. Alors, le premier modèle qu'on avait proposé, qui est la Rolex GMT Master 2, dit Pepsi, hein, avec la lunette noire et rouge. En l'occurrence, c'est un modèle qui avait bien monté au premier trimestre, mais aujourd'hui, il y a une forme de stagnation. D'accord. C'est un modèle qui fait à peu près plus 1% hein, sur cette période-là. Donc, on n'a pas une croissance très forte. Par contre, les deux autres modèles du classement, qui sont la Patek Philippe Aquanaut, a fait plus 5%. Donc là, on est sur un gain qui est assez conséquent. Et puis, vous avez le petit nouveau du classement qui était la Cartier Santos, où là, vous avez plus de 10% de croissance depuis le début de l'année. C'est vraiment un modèle qui cartonne, notamment auprès des millennials. Et la tendance continue. Et voilà, donc ceux qui ont misé sur ces pièces-là, je pense qu'ils ne le regrettent pas. Et D'accord. voilà, et on va voir ce que ça donne sur le dernier semestre. Mais en l'occurrence, la tendance est toujours bonne et continue de tirer vers le haut. Là, on est en rentrée, enfin en septembre 2025, la rentrée 2025. On Mmh. a des instabilités politiques, législatives, des droits de douane, des questionnements sur la politique américaine également. Comment est-ce que vous abordez cette fin d'année, les 3 mois qui restent, Pascal Paul? Alors moi aujourd'hui, pour vous donner un constat qu'on fait nous, parce que bon en tant que chef d'entreprise, on est quand même au front tous les jours. C'est vrai que les dispositions avec l'instabilité qu'on a en termes de politique en France, avec les changements de ministres et puis les dispositions, tout ce qu'on parle de taxe Zussman, toutes ces choses qui sont en train d'être imaginées, il y a vraiment une forme d'attentisme hein, qui est constatée. Les achats coup de cœur, les achats plaisir sont remis au calendrier grec. D'accord. Voilà, donc on est plutôt sur des personnes qui achètent dans une logique d'investissement malin, de se dire je connais le produit, je sais, je rentre sur un point bas, j'essaie d'aller sur de la plus-value. Par contre, on est un peu dans beaucoup d'attentisme en face de nous. Et voilà, donc je suis incapable aujourd'hui de vous faire un plan à plus de 6 Oh, mois. personne n'est Mais, capable, je pense. mais je reste, je suis un entrepreneur, je suis un éternel positif, donc comme tous les entrepreneurs de France. Donc voilà, on garde la pêche, comme on dit, et puis on va essayer de continuer de faire en Et sorte que la croissance du pays soit au rendez-vous. voilà, donc c'était l'interview de Pascal Paul, fondateur de Chronos 360, sur les tendances de rentrée en matière de montres d'investissement. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec une question fondamentale en 2025 à se poser dans la profession des conseillers en gestion de patrimoine, c'est comment utiliser l'IA en tant que CGP et l'IA va-t-elle transformer le rôle du conseiller en gestion de patrimoine? Pour en parler, nous avons deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir tout d'abord Vincent Orez. Bonjour Vincent Orez. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Figen AI, un agent IA à destination du secteur de la gestion de patrimoine. Et on a le plaisir d'accueillir également Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux sur le plateau. On va peut-être commencer avec vous Anthony Kelsey, puisque vous êtes le représentant des CGP sur ce plateau, le conseiller en gestion de patrimoine qui utilise l'IA. Vous l'utilisez beaucoup au quotidien. Vous avez vu une progression de votre utilisation depuis les dernières années? Alors, c'est récent qu'il y ait eu un effet waouh sur ChatGPT, donc je l'ai utilisé dès le début et je monte en utilisation au fur et à mesure de son évolution, parce qu'au début, il hallucinait D'accord. et on se moquait de lui. Puis maintenant, sur ChatGPT 5, bon, déjà sur le 4, c'était impressionnant, mais on lui donne un profil investisseur, une situation patrimoniale, des investissements qu'on pourrait lui recommander ou des suggestions d'investissement. Il a d'excellentes idées, il résume très très bien. D'accord. Et je crois que c'est déjà une énorme aide au quotidien. En tout cas, c'est mon cas pour améliorer ma productivité. Donc on n'est plus effectivement sur les hallucinations qu'on pouvait voir au début, où il y avait une perte où il n'y avait pas suffisamment de confiance ou de crédibilité dans les recommandations. Là aujourd'hui, ça peut devenir vraiment une aide pour le CGP. Oui, c'est une aide. Alors, il y a toujours besoin qu'on relise ce qu'il fait. Il fait toujours 1%, 2% d'erreurs.
il va pas voir qu'en fait, on utilise la trésorerie de la situation patrimoniale pour justement faire l'investissement. Il va peut-être pas faire la distinction entre la holding et la personne physique. Donc évidemment, il faut absolument relire ce qu'il fait, mais quand on est déjà expert et qu'on sait lui poser les questions, on sait vérifier ce qu'il dit, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Parce que, une petite question pour bien comprendre, mais il faut relire ce qu'il fait, mais plus que si jamais on avait demandé à un collaborateur de le faire et avec un brief équivalent? Je crois que vous posez le point sur là où ça fait mal. Je crois je vois plus l'intérêt, moi, d'avoir des alternants, beaucoup Ah, moins. c'est rude quand même. Ouais, c'est rude, c'est très très rude. Parce que ça leur permet d'apprendre, nos alternants Exactement. aussi. Oui. Sauf qu'en fait, ChatGPT-5, il est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher et déjà beaucoup plus performant qu'un alternant qui on doit lui apprendre. Il doit avoir sa formation pendant 2 ans, il ne sait pas écrire un email, désolé, mais euh, il sait pas. Ça fait partie de l'apprentissage. Voilà, aussi, ça fait partie de effectivement, l'apprentissage. Mais lui, il sait déjà faire. Alors, il fait des petites erreurs qu'il faut relire, mais il est quand même déjà 10 fois plus performant que quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Voilà, je pense que c'est un vrai sujet pour le recrutement des jeunes aujourd'hui. Mais voilà, je m'égare un peu. Vincent Aurez, quand vous... Alors, Figen AI édite justement un agent IA à destination des professionnels de la gestion de patrimoine. Quand vous entendez un témoignage comme celui-là, qui, j'imagine, n'est pas isolé, puisque Oui. on parle d'un logiciel qui est accessible à tous et donc tout le monde peut le tester, qu'est-ce que ça vous évoque sur cette accélération qu'on voit quand même là sur les sujets IA de manière générale, qui touche aussi le secteur de la gestion de patrimoine? Je confirme, le marché est en train d'adopter massivement l'IA. On s'est lancé en janvier, on a aujourd'hui plus de 1000 clients D'accord. qui Ok. l'utilisent au quotidien. Mais Donc alors pour ça- faire quoi? Pour justement faire des simulations comme nous expliquait Anthony Galli? Alors, pour faire, quand on est un peu moins geek que Anthony, on peut passer par Figen, puisqu'on va s'occuper de savoir prompter, de savoir quel modèle. Il y a des modèles quasiment toutes les semaines. D'accord. Et donc, on va nous sélectionner tout ça. Donc, ça, c'est la première chose. Ils vont déléguer l'art du prompt, l'art de sélectionner l'IA. Mais ensuite, et c'est là où on est en train de travailler de plus en plus, comment tirer parti de l'IA dans son outil métier. Par exemple, j'ai mon CRM. Mon CRM, il a mes comptes rendus de réunion, mes documents de conformité. Comment je vais faire pour tirer parti de l'IA qui va interagir directement avec ma plateforme d'agrégation CRM, j'en ai parlé. D'accord. Et donc, première chose qu'ils viennent chercher, c'est ne vous souciez pas de l'IA, on s'en occupe. Vous, ce que vous voulez, c'est surtout gagner du temps et faire bien votre travail. Deuxième chose, c'est comment vous interagissez avec vos outils d'agrégation qui existent déjà, qui, eux, ont des barrières à l'entrée, puisque se connecter à un assureur vie, c'est tout un métier. Et donc, comment on tire parti de l'IA pour se connecter Et ça, on peut faire ça, on peut aller chercher les informations avec, je sais pas, ces différents partenaires, lire les documentations sur les investissements qu'on va proposer, par exemple. On peut déléguer ça à l'IA? Parce que c'est le plus, j'ai envie de dire, c'est le cœur du métier du CGP quand même, d'aller sélectionner un investissement et ensuite, avec sa crédibilité, proposer à ses clients un investissement. C'est quand même, c'est délicat de déléguer ça à une IA. Alors, totalement, on délègue pas ça à l'IA. On va être aidé par l'IA de faire interagir son outil d'agrégation patrimoniale où on a notre conviction produit D'accord. avec les préconisations clients. Donc, par exemple, je suis convaincu que pour ce client, ce serait intéressant ce type de contrat. Il faut ensuite que je rédige tout un tas de documents de Oui, conformité. bien sûr. Et donc, il faut puis, aller chercher les données il y a clients, un les données du administratif contrat. qui augmente d'année en année, et c'est là où l'IA peut venir potentiellement aider le CGP au quotidien. Totalement. Et nous, on se connecte à ces plateformes d'agrégation pour faire en sorte qu'ils aient qu'à se connecter à Figen, comme ils se connectent à ChatGPT, mais d'un coup, on est intégré dans leur quotidien. L'IA ne se trompe jamais, Anthony Kelsey? Elle se trompe tout le temps, mais c'est pour ça qu'il faut absolument savoir prompter, il faut avoir des outils qui mettent des barrières et qui mettent... Parce que il reflète aussi nos biais. Si on lui pose la question quels sont les risques sur cet investissement par rapport à ce client, il va en trouver des risques. Bien Il va sûr. bien faire peur. Et inversement, si on dit quels sont les avantages, Il va en trouver aussi? il va en trouver plein. Et il sait nous rebrousser dans le sens du poil, comme on dit. Donc, non, il fait des petites erreurs. Et moi, je vois quand même, là, Gen IA s'est lancé en janvier. Moi, j'ai effectivement un côté geek. Oui, mais mais c'est maintenant, ça, je vois que c'est en train de me dépasser. Sur le sujet de transformation du rôle du CGP, est-ce que ça veut dire que le CGP demain devra savoir prompter, ou alors effectivement il y aura des outils qui devront l'aider, et est-ce que ça change son quotidien? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez le début d'une évolution, d'un changement de votre quotidien par rapport à il y a 10 ans, par exemple? Moi, je pense que il va falloir pas avoir besoin de prompter. D'accord. On va juste poser une question et on va devoir lui donner
peut-être ce qu'on souhaite, hein, comme un assistant, comme quelqu'un. Donc voilà, je voudrais ça, 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 ça. Donc si on fait des mauvaises... Mais aujourd'hui, on doit vraiment on doit devoir configurer l'outil. Et je pense que ça va disparaître. On va juste cocher des choses, il va nous faire un questionnaire, mais on pourra discuter avec lui et il sera très très bon. Et je vois la différence déjà entre le 4 qui était impressionnant et le 5, D'accord. GPT-5. Waouh, il est vraiment très très fort, quoi. Je veux dire, il a un mode de réflexion extrêmement poussé, il donne les sources. Donc, Vous vous amusez parfois à comparer la performance que lui aurait fait par rapport à ce que vous auriez fait sans utiliser ChatGPT? C'est compliqué aujourd'hui de regarder? non, c'est pas possible parce que il est quand même. C'est la progression de nous, je veux dire. Oui, c'est ça, il faut lui parler, il faut le paramétrer. Oui. Donc, forcément, ça n'est qu'une extension, effectivement, de la stratégie que vous avez mis en place, si je comprends bien. Oui, exactement. Donc, si on veut qu'il soit Bitcoin maximaliste, il le sera. Si on veut être super sécuritaire et faire du capital garanti, il le sera. Donc non, c'est vraiment c'est pour ça que c'est pas vraiment un danger pour nous, je trouve. Un autre point quand même, les clients s'en servent. De plus en Oui, bien plus, sûr, on fait des ouais. propositions aux clients. Ah oui, l'IA elle nous a donné ça. Donc, et Il faut souvent, être il a des capable de bonnes répondre. idées. Ouais. Il a des bonnes idées, l'IA. Donc, et puis, il répond à certains sujets. Vincent Orez, tout le monde effectivement n'est pas un peu geek comme vous, Anthony Calci, à tester l'outil, les outils d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on dit à des CGP qui ont peur de voir cet outil les remplacer et remplacer potentiellement les conseils qu'ils pourraient donner? Parce qu'on voit des plateformes qui se lancent en disant gérez tout seul, l'IA va vous faire vos sélections. Ça peut être un rêve aussi pour certains clients ou certains professionnels ou certains entrepreneurs. C'est possible, ça? C'est un risque sur le secteur? Alors, c'est un risque, mais très limité. Ma conviction, c'est que ça avait déjà commencé avant ChatGPT. Les robots advisors, les plateformes de distribution en direct. Il y a une partie de la population qui se dirige déjà vers je deviens mon propre conseiller. Il faut quand même prendre du temps, et ce n'est pas une seule chose de savoir que je prends du temps pour m'en occuper, il faut encore s'en occuper réellement. Et j'en suis le meilleur exemple, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé. Moi, je savais qu'il fallait que je fasse une assurance vie, je savais que j'avais de l'épargne de côté, pourtant il fallait me convaincre de faire ça et de D'accord. m'accompagner au quotidien. Et ça, l'IA a réussi? Non, l'IA n'a pas réussi. D'accord. Le conseiller a réussi. Et donc, D'accord, ok. comment aider tous les conseillers? Je pense que la très grande majorité de la population, l'ère où la connaissance devient quasiment illimitée et gratuite arrive, hein, elle est quasiment déjà là avec nos téléphones et ChatGPT. Mais ensuite, tout le rôle du conseiller, ça va être de coacher, ça va être d'écouter, ça va être aussi de comprendre ce qui n'est pas encore là et que le client ne sait pas. Les problématiques de transmission. Tout ça est déjà là. La pratique métier, c'est aussi... Alors, je me fais évidemment un peu l'avocat du diable sur ce sujet Oui. aussi, mais l'IA, son fonctionnement, c'est d'aller screener des informations qui ont déjà été éditées et qui sont publiées sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de standardisation des produits et des stratégies proposées par des conseillers qui pourtant ont des convictions? Alors, je pense que le risque, il était déjà là d'ailleurs, avec des encyclopédies un peu sur étagère qui étaient là, où si vous demandiez peut-être un conseil sur la rémunération du dirigeant, on avait tous la même base. Là où l'IA va au contraire personnaliser, c'est qu'on va prendre cette base de connaissances et on va prendre beaucoup plus d'informations du client, de la conviction du conseiller. Une autre chose que j'ai entendue sur les bases de connaissances, l'une des choses, c'est qu'on a une chance et on est dans un univers régulé. Et typiquement sur les SCPI ou certains types de fonds, vous avez toute la documentation qui est disponible, mais qui n'est pas accessible pour ChatGPT forcément. D'accord. Il faut encore aller la structurer pour que des IA puissent ensuite moins halluciner. Et je pense que ça va continuer, alors en France, dans d'autres pays également. 1000 clients aujourd'hui? 1000 clients aujourd'hui, oui. Testeurs, du coup, ou convaincus? Clients, on a cette chance de beaucoup de clients. D'accord. On est en train de s'implanter. Certaines banques privées nous ont adoptés massivement. Et on est en expérimentation, cette fois au-delà des 1000, pour une grande banque nationale notamment et des mutuelles. Anthony Calci, petite question. Alors, c'est un calcul mental un peu rapide, mais vous anticipez le gain de temps par jour à combien à peu près en pourcentage? Je dirais, aujourd'hui, ça me fait gagner à peu près une journée par semaine. Une journée par semaine? 5 à 6 heures, ouais, quelque chose comme ça. Après, j'intègre dans ma prospection, entre guillemets, j'écris des articles, des newsletters. Et en fait, Oui, c'est la production de contenu aussi pour exister, pour voilà. faire exister une entreprise. Ouais, exactement. Donc, il me fait gagner beaucoup de temps sur la production de contenu. Donc, ce qui est cœur chez moi. Et donc, il suffit que je lui donne mon plan détaillé et de mes idées, que j'aille chercher le graphique. Il faut vraiment travailler, hein. Oui, d'accord. Mais l'aspect rédactionnel,
il le fait en un clic. C'est-à-dire que quand on lui a donné le prompt, le plan détaillé, ses idées, tiens, j'ai ça comme idée, donne-moi une citation, c'est impressionnant, quoi. Il écrit mieux que moi. Donc après, encore, il fait 90%, il faut refaire les 10% qui restent. Mais il est quand même très bon. Et puis après, sur l'assistanat métier, il est quand même très très fort aussi, ce que je disais pour les rédactions de rapports de mission, etc. Et puis, oui. Et puis après, j'espère qu'il va travailler pour moi. Je vais dire, je vais me réveiller le matin. À votre place, c'est ça ou Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je me réveille le matin, il y a 25 emails qui sont faits dans mon brouillon Gmail, et puis il s'est connecté à mon CRM, et il m'a donné plein d'idées, et j'ai juste à faire les relances et les propositions automatiquement. Ça, c'est plausible, pardon, Vincent Aurès, très rapidement. C'est plausible dans les limites de ce que nous autorisera l'autorité des marchés financiers notamment. On va devoir s'arrêter là-dessus, mais merci à tous les deux. En tout cas, merci Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Merci Vincent Aurès, cofondateur de Figeneai. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous enchaînons à présent avec l'œil de l'expert où nous allons revenir sur l'intérêt d'investir via un PER, plan épargne retraite. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Fabien Aknin. Bonjour Fabien Aknin. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant de Sens et Patrimoine. Vous allez nous expliquer comment vous utilisez cet outil PER. Mais tout d'abord, peut-être un petit rappel pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi investir dans un PER ? Quel est l'intérêt du PER ? Oui, donc le PER, c'est une solution de préparation à la retraite en plein essor actuellement. Les caractéristiques du PER, on va verser sur cette enveloppe, les sommes qu'on verse sont déductibles du revenu imposable. Bien sûr. Concrètement, ça veut dire que pour un contribuable sur une tranche marginale d'imposition de 30%, s'il fait un versement de 10 000 euros sur son PER, il va obtenir une réduction d'impôt de 3 000 euros. D'accord. Ces sommes qui sont investies sur le PER vont générer des intérêts grâce au support d'investissement du PER. Une fois à la retraite, il va pouvoir récupérer ces sommes, soit sous la forme d'une rente viagère, soit sous la forme d'un retrait en capital, et ces sommes seront à ce moment-là fiscalisées. Et alors, quand on est professionnel de la gestion de patrimoine, comment on utilise cet outil ? Quels sont ses avantages, ses inconvénients ? Est-ce qu'on peut le paramétrer ? Oui, alors souvent, on pense à l'avantage du PER sur l'avantage fiscal, la réduction d'impôt qu'on a immédiatement à l'entrée. Mais il y a un deuxième avantage auquel on pense peu. Je reprends mon exemple du versement de 10 000 euros. Ce versement de 10 000 euros, il a permis d'avoir une économie d'impôt de 3 000 euros. Donc, le coût pour l'épargnant, c'est en réalité que 7 000 euros. D'accord, alors qu'il y a 10 000 euros sur le PER. Alors qu'il y a 10 000 euros sur le PER. Et donc, ces 3 000 euros de différence, eux, ils vont générer des intérêts pendant toute la durée de vie du PER. Bien sûr. Et ça, c'est un levier qui est très très fort, puisque supposons que le PER génère un rendement de 5% par an, eh bien ces 3 000 euros, au bout de 30 ans par exemple, ils vont devenir 12 965 euros. Et ça, c'est en prenant uniquement un seul versement de 10 000 euros. Mais si un épargnant verse 10 000 euros chaque année pendant toute la durée de sa vie active, ça peut faire des sommes conséquentes à la sortie. D'accord, et ça c'est à avoir en tête et on l'oublie quand on investit sur un PER, parce que c'est vrai que c'est défiscalisé à l'entrée, c'est refiscalisé à la sortie, mais il faut intégrer dans son mode de calcul que l'économie d'impôt va travailler pendant toute la durée de l'investissement. C'est ça, et plus on est sur une durée longue, plus ce levier est très très puissant, avec la capitalisation des intérêts de cette économie d'impôt qu'on n'a pas versée à l'entrée. Et donc ça rend le PER intéressant, même pour des épargnants qui ont la même tranche marginale d'imposition pendant leur vie active que pendant leur retraite. Bien sûr. Et alors justement, je ne résiste pas dans le contexte actuel, quand on parle d'économie d'impôt, alors qu'on ne parle que de fiscalité au niveau politique et notamment en matière de budget 2026, est-ce que c'est un argument de plus à intégrer dans un contexte fiscal, budgétaire, un petit peu incertain à l'heure actuelle ? Clairement oui. La thématique de la préparation de la retraite, elle va devenir centrale et elle va profiter au PER parce que l'endettement croissant de l'État menace notre système de retraite par répartition. D'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites qui établit des projections sur notre système de retraite par répartition anticipe clairement une baisse des retraites des Français pour les prochaines années. Une baisse des montants versés. Une baisse des montants versés et une baisse du niveau de vie d'ailleurs des retraités par rapport à l'ensemble de la population française pour les prochaines années. En fait, dans le système de retraite par répartition, les épargnants ne savent pas le montant qu'ils vont percevoir à la retraite du fait des prochaines réformes qui vont venir diminuer leur pension. Donc avec le PER,
et son principe de retraite par capitalisation, Bien sûr. les épargnants vont récupérer la maîtrise sur une partie de leur retraite. C'est ça aujourd'hui la clé et l'intérêt du PER. Mais alors, dans un contexte où on ne sait pas à quoi ressemblera la fiscalité demain, est-ce que ça fait quand même sens de bénéficier de l'économie d'impôt aujourd'hui pour la faire travailler sans savoir demain quelle sera la fiscalité, puisque ça peut changer. Alors ça peut changer dans les deux sens et plusieurs fois, hein, mais jusqu'à Oui. la retraite. Mais... Oui, alors ce qui peut changer, c'est plus les retraites par répartition. Mais normalement, la retraite du PER, comme on est sur un principe de capitalisation, c'est individualisé finalement. Il ne devrait pas y avoir de changement de ce côté-là. À suivre et à Oui. voir, effectivement. Merci beaucoup Fabien Aknin de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes gérant de Sens et Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.